20 mars 2023, Tarek El Hassaymi, l'ancien ministre du pétrole et accessoirement suspecté par Washington d'être un narcotrafiquant, a démissionné suite au lancement d'une enquête pour corruption. C'est comme Al Capone qui est tombé parce qu'il n'avait pas payé ses impôts. Le gars a chuté pour corruption dans un des pays les plus corrompus du monde. Quoi qu'il en soit, le soi-disant complot en cours d'investigation a déjà conduit à plus d'une soixantaine d'arrestations. Évidemment, dans le langage propre aux dictatures, ça veut dire qu'une purge est en cours. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer exactement avec la révolution bolivarienne? Qui est en train de prendre le pouvoir et qui est en train de le perdre? On t'explique. Pour comprendre le Venezuela, il faut commencer par son économie extractiviste. C'est le pétrole qui a enrichi le pays dans le passé et qui aujourd'hui le maintient sous perfusion. Le Venezuela possède plus de 300 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole brut. Ça représente les réserves de l'Iran et de l'Irak réunies. Tout ce pétrole, depuis 1975, c'est l'État qui se charge de sa gestion, après avoir nationalisé l'ensemble de l'industrie pétrolière du pays. L'entité publique qui s'en occupe, la société d'État PDVSA pour Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. D'après la Banque mondiale, à elle seule, l'entreprise représente près de 20% du PIB national. Et dans son calcul, elle n'a même pas pris en compte l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire la commercialisation, le transport et la transformation en produits dérivés. En vrai, le pétrole, il pèse beaucoup plus lourd dans l'économie vénézuélienne. Bref, au moment où on tourne cette vidéo, 61 fonctionnaires et hommes d'affaires sont incarcérés car faisant l'objet d'une enquête pour corruption. Le système judiciaire, sous les ordres de Nicolás Maduro, les soupçonne d'avoir profité de leur lien avec la surintendance des cryptoactifs et avec la vice-présidence du commerce et des approvisionnements de PDVSA pour s'enrichir illicitement. Les chefs d'accusation sont variés et vont de l'appropriation illégale à la mauvaise gestion du patrimoine public et même jusqu'à la trahison à la nation. La société d'État PDVSA détient la clé du secret de cette histoire et c'est pour ça qu'on va commencer par s'intéresser à elle. La bureaucratie tournante, une coutume chaviste. Si on devait résumer la révolution bolivarienne à une seule personnalité, ce serait celle d'Hugo Chávez. Durant des années, le slogan du Parti socialiste unifié du Venezuela, c'était « Nous sommes des millions, nous sommes une seule voix ». La voix du commandant, évidemment. Chávez, ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Alors même si Chávez est resté la personnification du pouvoir entre 1999 et 2013, année de sa mort, son cabinet, lui, a évolué au gré de ses humeurs et des scandales qui ont été, il faut le dire, très nombreux. Ce tableau résume bien les rotations successives qui ont eu lieu au sein de son gouvernement. Même aux postes clés comme le commerce ou la santé, les ministres n'ont même pas atteint 2 années consécutives en fonction. Pareil pour le vice-président. 8 vice-présidents en un peu plus de 13 ans. Pourtant, c'était Hugo Chávez lui-même qui les nommait. Donc, a fortiori, ils avaient une relation privilégiée. N'empêche que la durée moyenne de leur mandat était de 19 mois. En gros, personne, je dis bien personne, n'était indispensable. Sauf bien sûr El Comandante. En revanche, il y a un poste qui est resté relativement protégé de ces rotations incessantes. C'est celui du ministre du pétrole et des mines, qui, sous la présidence de Chávez, n'a changé qu'à 3 reprises. La fonction est si capitale qu'après la grève majeure conduite par 40% des salariés de PDVSA entre 2002 et 2003, après que Chávez ait effectué une purge massive des cadres et des techniciens de l'entreprise, le ministre en question est quand même resté en poste. Rafael Ramírez a donné le cap à l'industrie pétrolière vénézuélienne, d'abord à partir de juin 2002 en tant que ministre du pétrole et des mines, puis en tant que président de PDVSA à partir de novembre 2004. Il a cumulé les 2 postes jusqu'en 2014, peu après la mort d'Hugo Chávez. El ministro Rafael Ramírez, que lo has nombrado ahora, y estoy obligado a salir en su defensa, es un venezolano a carta cabal, un hombre honesto,
un trabajador incansable, tiene 10 años al frente del ministerio, ha cumplido infinidad de tareas con una gran eficiencia, al frente de una tarea nada fácil, enfrentando conspiraciones, sabotajes, etc. Nosotros siempre hemos creído, lo hemos dicho públicamente, Rafael Ramírez ha sido uno de los baluartes de esta revolución, leal al comandante Chávez. Alors pourquoi est-ce que le poste du ministre du pétrole et des mines était à ce point à l'abri des perpétuelles rotations au sein de l'appareil d'État? Comme vous pouvez vous en douter, c'est toujours une question de pognon. Le professeur en économie Francisco Monaldi, un chercheur vénézuélien du Baker Institute for Public Policy de la Rice University de Houston, a calculé, grâce à la balance des paiements de la Banque centrale vénézuélienne, qu'entre 2004 et 2014, les exportations de pétrole auraient rapporté au pays 1000 milliards de dollars. Une somme si exorbitante que pour la mettre en perspective, elle permettrait à l'Argentine de rembourser 22 fois sa dette. Ou alors un tiers de la dette française, mais c'est moins impressionnant. Sauf que cette thune, le régime l'a gaspillée entre programmes sociaux populistes et une nationalisation de son industrie. En fait, au fil des années, l'État vénézuélien a pris possession d'une grosse partie de l'industrie, des banques, des chaînes de supermarchés, etc. Des mesures clientélistes qui n'ont malheureusement pas contribué à l'enrichissement du pays ou à l'essor de sa classe moyenne. L'objectif, il était avant tout purement électoral. En voici la preuve. Fíjese usted, en el mercado capitalista está un aproximado de 1.899 bolívares fuertes. En la revolución, en el socialismo, está en 1.123. No, ese no es. No te digo, aquí vamos a borrar. Precio Super Chávez. Ponle Super Chávez. 857 bolos va a costar esto. 857 bolívares. Es un ahorro de 55%, menos de la mitad de precio. Et toute cette démagogie, elle est possible grâce aux ventes records de PDVSA. Donc, pour garantir un flot ininterrompu de recettes des caisses de l'entreprise à celles de l'État, le régime ne peut pas se permettre de déséquilibrer la gouvernance de l'entreprise publique. Et ce fut le cas jusqu'à la mort de Chávez et l'arrivée de Maduro au pouvoir. La chute du rempart. En mars 2013, quelques jours seulement après le décès d'Hugo Chávez, Diosdado Cabello a fait une déclaration très inquiétante. Porque Chávez era el muro de contención de muchas ideas locas esas que se nos ocurren a nosotros. De muchas ideas locas que se nos ocurren a nosotros, ¿oyeron? Y el presidente imponía su liderazgo, su prudencia y su conciencia y nos evitaba actuar en muchas ocasiones. Ça veut dire que Hugo Chávez était le modéré. Sacrée surprise. En tout cas, ce message, il ne s'adresse pas aux dissidents politiques, mais à ceux qui adhèrent au chavisme, parce que des failles commençaient à apparaître au sein du mouvement. En avril 2013, quand Nicolás Maduro remporte les élections, une formalité étant donné qu'il était le dauphin de Chávez, vraisemblablement choisi par le dirigeant cubain Raúl Castro, le bolivarisme ne parvient plus à présenter un front uni. Plusieurs courants émergent. Le premier, avec Nicolás Maduro à sa tête, implique une continuité de l'idéologie chaviste. Et si le cubain Raúl Castro l'a choisi, c'est parce qu'il avait suivi les cours de l'école du cadre du Parti communiste cubain. Il était donc plus fiable et surtout plus influençable par La Havane. Puis, il y avait deux autres courants, minoritaires cette fois-ci, dont un sous l'impulsion de Diosdado Cabello, un radical du chavisme qui s'opposait à la modération de Maduro sur certaines questions de gouvernance, et l'autre avec Jorge Arreaza à sa tête, plus modéré. Enfin, le dernier courant était composé d'officiers de haut rang de l'armée vénézuélienne, déjà en charge de certains pans de l'industrie nationale. Alors ce mouvement, il n'a pas forcément réuni l'ensemble du corps militaire. Plusieurs officiers de rang intermédiaire se sont rangés du côté des autres factions. Les mouvements de Diosdado Cabello et de Jorge Arreaza se sont lentement effacés derrière ceux de Maduro et celui des forces armées. Un autre courant minoritaire, celui de Delcy Rodríguez, la vice-présidente vénézuélienne, et de son frère Jorge, le président du Parlement, s'est aussi rangé derrière Maduro. Et à mesure que Maduro gagnait du terrain, il chassait du pouvoir ses opposants, même ceux qui paraissaient intouchables. 12 décembre 2017, le parquet vénézuélien enquête sur Rafael Ramírez pour corruption au sein de PDVSA. L'ancien ministre de l'énergie et du pétrole, favori du gouvernement d'Hugo Chávez, fait l'objet d'une enquête pour sa possible responsabilité dans des opérations d'intermédiation dans l'achat et la vente du pétrole brut.
13 mars 2018, Miguel Rodríguez Torres, l'ancien ministre de l'Intérieur du Venezuela, arrêté pour complot et conspiration contre l'armée. Des responsables du Service national des renseignements bolivariens ont arrêté mardi à Caracas l'ancien ministre de l'Intérieur Miguel Rodríguez Torres. 25 novembre 2021, l'ancienne procureure générale du Venezuela, Luis Ortega, demande l'asile en Espagne. L'ancien procureur général Luis Ortega Díaz, critique du régime vénézuélien, démis de ses fonctions en 2017 et réfugié en Colombie, a demandé l'asile politique en Espagne. Le régime s'est adonné à une véritable chasse aux sorcières contre la dissidence politique. À partir du moment qu'ils exprimaient leur désaccord avec Maduro, même les anciens alliés de Chávez devenaient vulnérables. Bref, il y a une police politique qui tient le pays. Une police formée par Cuba et encadrée par le régime castriste. Mais ça, on vous en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Bref, Diosdado Cabello n'a pas eu le choix. Il a fini par s'aligner sur Nicolás Maduro, tout comme Delcy et Jorge Rodríguez. Aujourd'hui, la gouvernance du Venezuela est bipolaire, entre d'un côté Maduro et de l'autre l'armée. Les deux partis cohabitent et se partagent le pouvoir. Donc, en soi, la fragmentation du Parti socialiste unifié du Venezuela, après la mort de Chávez, a laissé place à une reconfiguration du pouvoir et non à la chute du régime. Ce qui était primordial, c'est que l'élite puisse conserver ses privilèges. Donc maintenant qu'on a une idée un peu plus claire des arcanes du pouvoir vénézuélien. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à PDVSA et à la vague d'épuration qui a démarré en mars 2023? Chapitre suivant. La fin du Venezuela saoudite. Alors, on n'est pas certain de l'origine de cette citation, que certains attribuent à John Rockefeller, qui aurait déclaré que l'entreprise la plus profitable au monde, c'était une compagnie pétrolière, et que la deuxième entreprise la plus profitable, c'était une compagnie pétrolière mal gérée. Mais la gestion de PDVSA a été si mauvaise que le Venezuela, qui avait été autrefois l'une des principales économies pétrolières au monde, se retrouve aujourd'hui en queue de classement de l'OPEP en termes de production et de richesse. Alors qu'entre 2012 et 2013, le pays exportait environ 100 milliards de dollars par an de pétrole brut, l'État percevant au passage plus de 60 milliards de dollars, aujourd'hui, les exportations se sont complètement dégonflées. 18 novembre 2022. Selon Maduro, les revenus pétroliers du Venezuela oscillent autour à 3,5 milliards de dollars. La production de pétrole, qui atteint 3,2 millions de barils par jour en 2002, a chuté à des niveaux historiques en 2020, lorsqu'elle atteint son point le plus bas depuis des décennies. 400 000 BPG, une régression au niveau de 1934. Il oscille actuellement autour des 700 000 BPJ. La poule aux œufs d'or s'est transformée en canard boiteux. Et même si les rendements de PDVSA étaient déjà en forte baisse depuis 2010, le coup de grâce est venu en 2019 avec les sanctions imposées par les États-Unis. Depuis, pour contourner les sanctions, le régime Maduro a dû trianguler les ventes de pétrole avec les Caraïbes et le Moyen-Orient pour parvenir à contourner les sanctions états-uniennes. Évidemment, par sa nature même, le processus est tout sauf transparent. Et c'est précisément à ce moment-là que la purge a commencé. La crypto-corruption. Pendant près de 5 ans, le Venezuela a vendu son pétrole sur les marchés internationaux grâce à des intermédiaires chinois, indiens et russes qui utilisaient souvent des crypto-monnaies pour dissimuler les transactions. C'est pour cette raison que le parquet, sous contrôle de l'État, a débuté ses investigations sur la surintendance des cryptoactifs et sur la vice-présidence du commerce et des approvisionnements de PDVSA. D'après le procureur Tariq William Saab, les autorités avaient détecté près de 3 milliards de dollars de pertes. Igualmente quiero recordar que una vez comercializado el crudo asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleo de Venezuela. Ahí es entonces donde está el daño patrimonial. Se determinó que esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario, demostrando además un estilo de vida que no corresponde obviamente a ningún funcionario público. En fait, la mise en place de ce système frauduleux comprenait une facturation des marchandises, les livraisons de pétrole brut, sous forme de crypto-monnaie. Mais les autorités du parquet financier se sont rendues compte que ça collait pas entre le bilan financier de PDVSA et son carnet de commandes.
Parmi les personnes qui ont perdu leur job pour avoir été impliquées dans cette affaire et qui font actuellement l'objet d'une enquête, on trouve Tarek El Hassami, qui était ministre du pétrole et des mines depuis avril 2020 et qui avait même été vice-président de Nicolás Maduro entre 2017 et 2018, après avoir été ministre de l'Intérieur et de la Justice d'Hugo Chávez entre 2008 et 2012. Ensuite, il y a Asdrúbal Chávez, ex-président de PDVSA et cousin de feu le président Hugo Chávez. On parle de deux poids lourds du régime, surtout le premier. C'est l'une des principales figures du parti et il est aussi accusé de narcotrafic par les USA. Sacré CV. Est-ce que ça veut dire pour autant que PDVSA entre dans une nouvelle ère de gestion responsable et de transparence? C'est peu probable. D'après l'Atlas de l'impunité, un rapport élaboré par Eurasia Group et le Chicago Council on Global Affairs, le Venezuela se classe 11e en termes d'impunité. Le pays est à égalité avec, entre autres, l'Afghanistan, le Yémen, le Soudan, le Burundi, le Tchad et le Congo-Kinshasa. Et il y a peu de chances que ça change. Cette purge, elle répond à un seul objectif, renforcer l'emprise du camp Maduro sur le pays. Mais pourquoi ce scandale a éclaté à ce moment précis? Et pourquoi était-ce indispensable de sortir un poids lourd comme Tarek El Hassami? On t'explique. On resserre les reins contre la transition. La constitution vénézuélienne prévoit de nouvelles élections présidentielles en 2024. Des élections qui, sans grande surprise, courent le risque d'être truquées, tout comme elles l'ont été en 2018, avec des cas avérés de fraude électorale de grande ampleur. Et comme il l'a déjà fait par le passé, le régime a tendance à disqualifier les personnalités de l'opposition qui ont des chances de l'emporter. Sauf qu'en 2024, le contexte des élections sera différent. La crise économique est hors de contrôle et le régime doit sa survie uniquement parce qu'il a eu recours à la force. L'opposition, soutenue par les USA, est encore très désunie. Il y a déjà 10 candidats déclarés aux primaires organisées dans quelques mois. L'ex-président par intérim Juan Guaidó, qui a fini par perdre le soutien du Parlement, a disparu du paysage politique et n'est plus qu'un candidat parmi les autres. 29 novembre 2022. Élection 2024. L'opposition vénézuélienne cherchera un accord électoral dans la nouvelle phase du dialogue avec le chavisme. L'idée, ce serait d'organiser des élections transparentes qui, naturellement, donneraient le chavisme perdant pour enchaîner ensuite avec une transition démocratique et pacifique en échange d'une amnistie pour le régime. Tout ça, c'est bien beau, mais ça a peu de chances d'aboutir, même si ce serait une très belle opportunité pour tous ceux qui se sont enrichis de manière tout à fait illicite de prendre leur retraite anticipée sans être inquiétés par la justice. Sauf que ce scénario, c'est le pire pour l'armée. Après le limogeage et l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre d'El Hassami, c'est le colonel Pedro Tellechea qui a été nommé pour prendre la direction du ministère du pétrole et des mines. Jusqu'à présent, l'armée n'avait qu'un pied dans la porte. Maintenant, elle contrôle les ministères de la Défense, de l'Intérieur, de l'énergie électrique, de l'eau, de l'agriculture, de l'alimentation, du développement minier, du logement, des transports, des travaux publics et du bureau de la présidence. Mais le ministère du pétrole, c'est la clé du pouvoir. Surtout que ces derniers mois, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, Washington souhaite apaiser ses relations avec le Venezuela pour rétablir les échanges pétroliers, ce qui donnerait un véritable boost à l'industrie pétrolière vénézuélienne qui était complètement asphyxiée par les sanctions. Mais pour cela, les militaires devaient vider celui que les États-Unis avaient publiquement accusé de narcotrafic. Ça veut pas dire que l'armée est pas non plus mouillée, mais en tout cas, elle n'a pas été mise en cause publiquement. Et pour la Maison-Blanche, c'est très important de préserver les apparences. Bref, la position de Maduro est maintenant compromise. Les seuls civils qui sont encore aux commandes, ce sont Delcy et Jorge Rodríguez, respectivement la vice-présidente et le président du Parlement. Donc aujourd'hui que les militaires sont enfin au pouvoir et qu'ils sont en mesure de garantir la continuité du régime, ils n'ont aucune envie de le céder à l'opposition. Surtout que cette amnistie promise par l'opposition, personne n'est en mesure de savoir si elle sera réellement appliquée. Bref, l'armée a cimenté son emprise sur le pouvoir en achetant la loyauté de dizaines de hauts responsables du régime à coups de privilèges et d'enveloppes sous la table. Des privilèges et des aides financières qui cesseraient automatiquement si le régime tombait. Donc forcément, ces hauts dignitaires du régime ont tout intérêt à le préserver de toute attaque extérieure. Même si la promesse d'une amnistie est très séduisante, la probabilité que le régime reste aux commandes grâce à l'intervention de l'armée est beaucoup plus élevée. Personne ou presque ne bougera contre le régime. Et ceux qui seraient tentés de le faire, Maduro les vire sur le champ pour s'assurer une place, même honorifique, à la tête du gouvernement. Parce que, ne nous méprenons pas, ce n'est plus Maduro qui commande. Mais vaudrait mieux pas que ce soit un militaire aux manettes. Ce serait très mal vu. On parlerait alors d'une dictature militaire.
vraisemblablement, le chavisme est en train de se consolider à travers une prétendue lutte anticorruption en vue des prochaines élections présidentielles. L'opposition a beau se débattre pour se mettre d'accord sur un candidat unique, ça ne suffira pas si le régime parvient à organiser une fraude électorale massive. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir vénézuélien autoritaire est en train d'achever sa mue en un régime militaire dictatorial. Et des gars comme Tarek El Hassaymi n'avaient tout simplement plus leur place dans ce gouvernement. Surtout que son mandat avait beaucoup déplu aux autorités de Washington. Son limogeage ressemble plus à une sorte d'offrande en signe de bonne volonté pour rétablir le commerce pétrolier. Maintenant, à toi, à ton avis, quelles seront les conséquences de la purge en cours au sein du régime chaviste? Les USA devraient-ils renoncer à leur rapprochement avec Carapace tant que les conditions pour des élections libres et transparentes ne sont pas réunies? Maduro est-il en mesure de récupérer un peu de pouvoir ou sa présence est-elle juste symbolique? Fais-nous savoir dans les commentaires, like, partage et abonne-toi. Gracias y viva la révolution bolivariana!